Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'expansion de l'univers. Est-ce que l'univers est en expansion? Quelles en sont les preuves? Pourquoi les scientifiques de nos jours nous disent-ils, dans leur majorité, que l'univers est en expansion? Quelles sont les découvertes qui ont fait que on peut dire de nos jours que l'univers est en expansion? Et quelles sont les preuves factuelles derrière ces découvertes? Pour commencer, je vais résumer justement toute la liste des découvertes qui sont à l'origine de l'idée de l'expansion de l'univers. Et pour ce faire, j'ai posé la question directement à ChatGPT, l'intelligence artificielle, et je lui ai demandé pourquoi l'univers est-il en expansion, quelles en sont les preuves. Et là, il m'a donné une série de 5 points. Alors, dont le premier point, regardez bien, n'est pas parmi les preuves. Ce premier point concerne l'idée que l'univers est en expansion découle des solutions des équations d'Einstein. Donc on va voir pourquoi il me parle de ça, mais par contre ce n'est pas considéré comme une preuve. C'est juste que bien, les équations d'Einstein peuvent montrer que l'univers est en expansion. Ensuite, on parlera du décalage vers le rouge, parce que c'est une des preuves qu'il me donne. On va parler de la loi de Hubble, de la distribution uniforme du fond diffus cosmologique et des observations des supernovas de type LA. On va essayer de comprendre tout ce qui se cache derrière ces propos et pourquoi c'est considéré comme étant des preuves de l'expansion de l'univers. Et donc ChatGPT nous dit en résumé les preuves observationnelles, notamment le décalage vers le rouge, les galaxies lointaines, la loi de Hubble et les observations du fond diffus cosmologique soutiennent fortement le modèle de l'expansion de l'univers. Donc déjà, c'est important de voir que dans les propos, c'est très bien ce qui est mis, c'est qu'on nous dit que ça soutient fortement l'idée que l'univers est en expansion. Soutient fortement, ça veut dire qu'on n'en est pas sûr. C'est juste que si toutes ces idées sont justes, eh bien, l'idée de l'expansion de l'univers devient quelque chose de pertinent. Donc on va reprendre ces 5 points pour essayer de comprendre quels sont les faits, quelles sont les découvertes, et pourquoi ces 5 points sont des preuves de l'expansion de l'univers. On va commencer par parler des équations d'Einstein de la relativité générale. En 1917, lorsque Albert Einstein a écrit ce qu'on appelle la relativité générale, il a écrit toute une série d'équations. Et dans une de ces équations, il a inséré ce qu'on appelle une constante cosmologique, à qui il a donné une certaine valeur. Et pourquoi a-t-il donné cette certaine valeur? Pour justement décrire un univers statique. Qu'est-ce que ça veut dire un univers statique? Ça veut dire qu'avec le temps, l'univers ne bouge pas. Sa dimension de cet univers reste le même. Il est statique. Donc, tout cela pour dire que dans les années 1910, 1915, eh bien, personne n'avait l'idée de penser que l'univers était en expansion. Et donc Einstein avait rajouté cette constante cosmologique justement pour décrire un univers qui restait statique. En 1922, le physicien russe Alexander Friedman et l'abbé astronome Georges Lemaître disent que rien ne prouve que l'univers soit statique. Alors, ils décident d'enlever la constante cosmologique qui était ici des équations d'Einstein. Donc si on prend les équations d'Einstein et qu'on enlève cette constante cosmologique, eh bien cela décrit un univers en expansion. Ensuite, en 1998, un peu plus récemment, il y a eu découverte de ce qu'on appelle l'énergie noire par Sol Perlmutter, Brian P. Schmidt et Adam J. Race. Et en 2011, ils ont eu le prix Nobel pour cette découverte qui est considérée comme étant l'expansion accélérée de l'univers. Et donc une des explications de cette expansion accélérée a permis de re-rajouter la constante cosmologique qui avait été enlevée précédemment pour rendre l'univers en expansion tout court, mais on lui a donné une autre valeur, et en changeant la valeur de cette constante cosmologique, eh bien cela décrit maintenant un univers en expansion accélérée. Donc pourquoi on ne peut pas dire que les équations d'Einstein sont une preuve
que l'univers est en expansion? Tout simplement parce que suivant la valeur que l'on donne à cette constante cosmologique ou qu'on la supprime, eh bien on peut avoir soit un univers statique, soit un univers en expansion, soit un univers en expansion accélérée. Par contre, si cette constante cosmologique existe, eh bien nous avons soit l'univers en expansion, soit un univers en expansion accélérée. Donc par contre, c'est pour ça que ChatGPT ne nous met pas dans l'épreuve, il nous dit juste que avec les équations d'Einstein, on peut décrire un univers en expansion. Mais par contre, l'univers avec les équations d'Einstein, on peut aussi, si on a envie, décrire un univers statique. C'est ce qu'avait fait initialement Einstein quand il avait créé ses équations. Alors le deuxième argument qu'on a vu tout à l'heure, décrit par ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Et là, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a beaucoup eu de confusion sur les propos tenus, ce décalage vers le rouge. Et ce décalage vers le rouge, c'est en 1929, Edwin Hubble a-t-il prouvé que l'univers était en expansion grâce à son observation appelée décalage vers le rouge, car en 1929, Edwin Hubble a pris son télescope, il a observé que ce qu'il voyait dans son télescope, c'était ce qu'on appelle un phénomène de redshift, décalage vers le rouge. C'est-à-dire, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à l'époque, les scientifiques ont interprété ce phénomène de décalage vers le rouge, ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler qui est un décalage de fréquence d'une onde, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui, par le son, va faire une certaine chose et par les couleurs, en fait, va faire un décalage qui va aller de plus en plus vers le rouge. Donc si ce décalage vers le rouge est dû à l'effet Doppler, eh bien on peut dire que cela indique qu'il y a une expansion dans l'univers. Donc il y a eu cette confusion à l'époque de penser que ce décalage vers le rouge pouvait être créé par l'effet Doppler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mais assez récemment, je pense après les années 2000, d'un point de vue observationnel, l'expansion se traduit par une augmentation de la longueur d'onde de la lumière émise par les galaxies. C'est le phénomène de décalage vers le rouge. Par contre, ce décalage n'est pas homologue à l'effet Doppler. Donc les scientifiques de nos jours savent que ce n'est pas imputable à l'effet Doppler. Par contre, pendant très longtemps, les scientifiques ont cru que c'était l'effet Doppler. Et l'intérêt que ça puisse être l'effet Doppler, c'est qu'il y avait une loi derrière. C'est-à-dire que ce décalage vers le rouge peut être causé par l'effet Doppler. Cet effet Doppler montre une expansion, donc on en déduit que ce décalage vers le rouge est une expansion. Vous voyez le raisonnement qui a été suivi. Par contre, on sait maintenant que ce décalage vers le rouge n'est pas dû à l'effet Doppler. Et donc ils ont donné un nouveau nom, on parle de décalage spectral cosmologique. Le seul problème, c'est que c'est un nouveau nom, mais par contre, il n'y a plus de loi derrière, il n'y a plus d'effet, comme l'effet Doppler, qui est une loi physique, qui pouvait démontrer justement que ce décalage vers le rouge montrait une expansion. Alors, il y a beaucoup de confusion de nos jours, je vous dis, parce que quand j'ai fait mon premier livre, en 2010, donc j'avais commencé à faire des recherches quelques années avant, bien j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'astronomes, beaucoup de physiciens qui continuaient de décrire ce phénomène de décalage vers le rouge et de l'expliquer par l'effet Doppler. Donc je ne sais pas si de nos jours c'est encore le cas, de moins en moins je pense, mais il y a 20 ans, il y avait beaucoup de scientifiques qui pensaient encore que cet effet Doppler était l'explication du décalage vers le rouge et donc que c'était la cause que l'univers était en expansion. Et même, on voit que cette confusion a persisté dans les intelligences artificielles, car si vous posez la question à ChatGPT, cette question je l'ai posée aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo,
Je lui ai demandé à ChatGPT sur sa nouvelle version les preuves de l'expansion. Il m'a répondu que les preuves de l'expansion de l'univers reposent sur plusieurs observations, décalage vers le rouge, et il me dit que ce décalage vers le rouge est dû à l'effet Doppler. Par contre, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, mais si vous lui posez plusieurs fois la même question, des fois, si vous lui reposez une autre question, il va plus vous parler d'effet Doppler, mais il va vous le dire autrement, que les galaxies s'étirent au fur et à mesure qu'elles s'éloignent. Là, il ne vous parle plus d'effet Doppler. Donc, mais on voit que cette confusion est restée dans l'intelligence artificielle, ce qui est normal parce que l'intelligence artificielle est nourrie des pensées, des écrits de beaucoup de scientifiques. Et pendant très longtemps, pendant plusieurs décennies, les scientifiques ont cru que l'effet Doppler expliquait ce décalage vers le rouge. Et c'est la raison pour laquelle, comme ils ont vu cette observation, ce décalage vers le rouge, et qu'ils l'ont associé à l'effet Doppler, et comme cet effet Doppler est associé à une expansion, eh bien, ils ont dit l'univers est en expansion parce qu'ils voient ce décalage vers le rouge qui était associé à l'effet Doppler. Quand j'ai fait mes recherches, dans les années 2000 et quelques, pour faire mon livre que j'ai écrit sur les origines en 2010, j'étais tombé sur une revue et j'avoue que moi je pensais que l'univers était en expansion, j'avais rien contre, je savais même pas que cette idée était controversée, mais j'ai beaucoup étudié, parce que moi j'aime quand je j'écris un livre, essayer de comprendre les points de vue pour et les points de vue contre, et essayer de me faire une idée sur l'argument qui me paraît le plus pertinent. Et j'étais tombé sur cette revue qui date de 1999, qui me parlait de l'expansion de l'univers et de l'impuissance et la vanité des théories du Big Bang et de l'expansion de l'univers. Et dedans, il y avait écrit: depuis quelques décennies, les milieux scientifiques officiels de tout pays assènent au public international, avec appel corollaire implicite à sa contribution financière par le biais fiscal, les concepts de Big Bang et d'expansion de l'univers appliqués à la folle aventure supposée d'un cosmos gratuitement réputé être le siège d'une évolution instable, irrémédiable. À la base de cette désopilante dialectique, dont pas un élément ne résiste à une analyse scientifique digne de ce nom, réside une incroyable erreur de perspective découlant du traitement indigent d'une observation pourtant tout à fait réelle, celle du phénomène de la dérive vers le rouge, donc ce qu'on appelle le décalage vers le rouge, du spectre de la lumière nous provenant de corps célestes très éloignés de notre planète. On voit aussi que dans cet article, on nous dit qu'un tel effet de décalage vers le rouge ne peut s'observer pour le photon, car, comme le montre Marcel Macaire, il est son propre véhicule à la différence de la source sonore embarquée. Et donc, on voit que déjà en 1999, les scientifiques continuaient de penser, parce que cette revue a été écrite en 1999, que l'effet Doppler était à l'origine de ce décalage vers le rouge. Donc je ne sais pas exactement depuis quand les scientifiques ont changé ce nom, mais c'est peu de temps après. Et ce qui fait que pendant 70 ans, les scientifiques ont associé le décalage vers le rouge à l'effet Doppler. Cet effet Doppler montrant une expansion, on a dit l'univers est en expansion parce qu'on a vu ce décalage vers le rouge. Voilà. Excusez-moi si je me répète, mais c'est très important. Maintenant, ce qui est aussi très important de comprendre, c'est que Edwin Hubble, en 1929, a vu observer un décalage vers le rouge. Mais ce décalage vers le rouge peut avoir d'autres explications que l'expansion de l'univers. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'effet Compton, qui crée un effet d'optique qui montre un décalage vers le rouge. Il s'agit d'électrons qui se détachent de la matière au contact de la lumière. Donc, si ce décalage vers le rouge qu'a vu Edwin Hubble est lié à l'effet Compton, ça veut dire qu'il n'y a pas expansion de l'univers. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement? C'est très important de comprendre ce raisonnement. L'effet Kreil, pareil, émet l'idée qu'en présence des effets électromagnétiques produits par l'interaction de deux ondes, cela produit l'observation de décalage vers le rouge. Donc un autre effet qui montre que si on observe un décalage vers le rouge, eh bien on n'observe pas une expansion, on observe autre chose. Dans les années 1960, l'astronome Alton Harp considérait que le décalage vers le rouge était un indicateur de l'âge de l'astre. En étudiant les galaxies et les quasars, il s'est rendu compte que plus le décalage vers le rouge est élevé, plus la galaxie ou le quasar est jeune, selon lui. Donc pour lui, ce décalage vers le rouge ne montre pas une expansion, ça montre juste
que les astres ont des âges différents. Une théorie appelée cosmos à expansion d'échelle émet l'idée que le décalage vers le rouge est un indicateur d'une modification de l'échelle d'observation. Ensuite, le docteur William Tift a observé que le décalage vers le rouge est quantifié. Quantifié, ça veut dire qu'au lieu d'être quelque chose de linéaire, c'est comme s'il y avait des couches. Et donc s'il y a des couches, ça veut dire que c'est pas quelque chose de justement linéaire, mais alors qu'une expansion ne peut être que linéaire. Il ne peut pas y avoir des couches, ça ne peut pas être une expansion par à coup. C'est forcément quelque chose de linéaire si c'est une expansion. Or, ce docteur William Tift a observé que le décalage vers le rouge est quantifié. Une étude de 2006 a décelé une des valeurs de décalage de Tift avec un taux de confiance de 95%. Une étude de 2007 a examiné l'historique de toutes ces recherches à partir des années 1970 jusqu'à sa date de publication et elle a confirmé la réalité de cet effet. Alors pourquoi de nos jours on continue à nous dire que toutes ces autres potentielles explications du décalage vers le rouge ne sont pas justes? Bien, si on demande à ChatGPT, il nous dit que l'effet Crail ne peut pas, ça le distingue du décalage vers le rouge observé à grande échelle, donc ça ne peut pas être applicable. L'effet Compton pour lui est négligeable. L'indication de l'âge d'un arbre, pour lui, c'est pris en compte, mais ça ne suffit pas à expliquer les observations à grande échelle. Et donc pareil pour l'autre explication, pour les scientifiques, toutes ces autres explications ne sont pas suffisantes, ne sont pas suffisamment pertinentes à leurs yeux pour expliquer le décalage vers le rouge qui est perçu en observant les astres lointains. Par contre, ChatGPT nous dit quand même que si le décalage vers le rouge est également lié à d'autres phénomènes tels que l'âge des astres, celui qu'on a vu de la théorie d'Alton-Harp, ou les structures internes aux galaxies, cela remet en question notre compréhension de l'univers en expansion. Donc vous voyez qu'il y a quand même un doute quelque part. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas sûr que le décalage vers le rouge montre une expansion, on ne peut pas être sûr que l'univers soit en expansion, parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir que l'univers est en expansion, on ne peut juste voir que ce décalage vers le rouge, qui peut avoir d'autres explications qu'une expansion de l'univers. Lorsque nous dit ChatGPT, en conclusion, les idées d'Harp et de Tift ont ouvert des débats dans le domaine de l'astronomie et de la cosmologie. Elles ont remis en question l'idée que le décalage vers le rouge est uniquement causé par l'expansion de l'univers, en suggérant que d'autres facteurs pourraient jouer un rôle. Cependant, ces idées restent controversées et ne sont pas largement acceptées dans la communauté scientifique. Donc de nos jours, la communauté scientifique préfère accepter l'idée que le décalage vers le rouge montre une expansion de l'univers. Alors j'ai posé la question à ChatGPT, est-ce qu'il a été démontré que Alton-Harp, celui qui disait que en fait, ce décalage vers le rouge montrait l'âge des astres et non pas une expansion de l'univers, avait tort? Et là, ChatGPT me répond, non, Alton-Harp n'a pas été démontré tort dans un sens absolu, mais ses idées n'ont pas été adoptées par le consensus scientifique. Donc c'est juste qu'on n'a pas pu démontrer que Alton-Harp avait tort, mais par contre, le consensus scientifique, la majorité des scientifiques ne sont pas d'accord avec cette idée. Est-ce que les idées de William Tift ont été démontrées fausses? Y a-t-il eu des essais pour reproduire ces mesures de manière indépendante? Et là, vous allez voir des choses qui m'ont intrigué quand j'ai fait cette vidéo, parce que pour tout vous dire, toutes les copies d'écran que vous voyez de ChatGPT avec de la couleur, là, c'était l'ancienne version de ChatGPT. Donc c'est des copies d'écran que j'ai fait il y a à peu près un mois, je crois, quand j'avais eu l'idée de faire cette vidéo. Mais jusqu'à présent, j'avais pas eu le temps. Et là, aujourd'hui, je m'y suis remis pour la faire concrètement, pour préparer ce dossier. Sauf que la version de ChatGPT a changé. Et non seulement la version de ChatGPT a changé, mais les contenus dans ChatGPT ont changé. Vous allez voir. Donc ça,
c'est la version de ChatGPT, l'ancienne version qui date d'à peu près un mois. Donc je dirais, quand je fais cette vidéo, c'est le 16 juin 2024. C'était à peu près en mai 2024. Je ne me rappelle plus exactement quand, mais c'était en mai 2024 que j'avais préparé, que j'avais fait quelques copies d'écran parce que je voulais voir un peu si c'était pertinent de le faire en interrogeant ChatGPT. Je m'étais rendu compte que oui, ça pouvait être très pertinent parce que ça pouvait montrer une vision officielle et puis je pouvais discuter sur cette vision officielle. Donc ChatGPT, il y a un mois, nous disait oui, il y a eu des tentatives pour reproduire les mesures de William Tiff de manière indépendante. Cependant, les résultats de ces tentatives ont généralement contredit les conclusions de Tiff. Donc, vous voyez déjà, par rapport au livre que je vous ai cité tout à l'heure, c'est absolument pas du tout la même réponse. Ils n'ont pas confirmé ces idées sur les vitesses quantifiées. Et donc là, il me citait 3 noms qui ont montré que ce qu'a fait William Tiff n'a pas été reproduit. Et parmi tout ce qu'il m'a cité, il n'y a aucun nom qui était en faveur des idées de William Tiff. Par contre, je lui ai posé des questions un peu plus précises. Ah oui, avant cela, dans le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle Origine, que j'ai écrit en 2018, j'avais mis une citation dans ce livre qui parlait de Tiff, pris sur un lien internet, Discoverer Magazine de 1993. Puis le titre, ça disait juste les données de Tiff, ou comme il le souligne avec prudence, une interprétation possible de ces données suggère que l'univers ne serait peut-être pas en expansion. Alors si aujourd'hui vous essayez d'atteindre ce lien, vous verrez que ce lien a disparu, n'existe plus, tout simplement. Donc parce qu'il donnait des informations un peu pertinentes justement sur quelles étaient ses idées à Tiff, comment il avait fait ses études. Mais ce lien-là, maintenant, vous ne l'avez plus sur Internet. Il y a un mois, quand donc j'ai posé la question à ChatGPT, j'ai donné des choses plus précises. Je lui ai donné des noms en fait de personnes qui avaient repris les études de Tiff, et il m'a dit effectivement, Martin R. Crossdal a publié une étude intitulée Périodicité in Galactic Redshift dans l'Astrophysical Journal en 1989, où il prétendait avoir répliqué les résultats de William Tiff. Et vous voyez, il me donnait même le titre, la date, des liens, des identifiants, enfin il y a vraiment des choses très précises. Donc ça, c'était il y a un mois. Par contre, ChatGPT nous disait quand même, ok, ces scientifiques-là ont reproduit ce qu'a fait Tiff, William Tiff, mais par contre, ça a suscité des débats dans la communauté scientifique, donc c'est pas forcément accepté par tout le monde. Mais si aujourd'hui, vous essayez de demander à ChatGPT ce que j'ai fait, est-ce que Martin, j'ai repris ses propos, les propos que j'avais posés, que lui m'a dit, R. Crossdal a publié une étude intitulée Périodicité in Galactic Redshift dans l'Astrophysical Journal en 1989. Vous voyez, ce sont exactement les propos qu'il m'a cités il y a un mois. Non, Martin Crossdal n'a pas publié d'étude intitulée Périodicité in Galactic Redshift dans l'Astrophysical Journal en 1989. Donc il y a un mois, c'était vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Alors pourquoi ChatGPT a-t-il changé le contenu? Alors, je pense qu'il se base en direct sur le site qui s'appelle Astrophysical Journal, parce que je suis allé voir, j'ai tapé sur internet et j'ai réussi à avoir un site internet Astrophysical Journal. Et dessus, apparemment, les données sont libres. Et quand j'ai voulu rechercher l'article, aujourd'hui, il n'y est plus. Alors peut-être qu'il y a un mois, il y était, qu'il a été supprimé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ChatGPT nous dit, non, ça y est plus. Mais pourquoi avoir supprimé ce genre d'études? Je n'ai pas la réponse, même si j'ai quelques idées. Je lui ai, il y a un mois, c'est pareil, je lui ai donné également d'autres noms, parce que j'avais d'autres noms, je savais qu'il avait fait des études et qui avaient confirmé
les idées de William Tift. Donc, et il m'a répondu, ChatGPT, effectivement, Robert H. Napier et William Guthrie sont deux autres chercheurs qui ont prétendu avoir répliqué les résultats de William Tift. Et il me citait tous les détails de là où ça a été publié. Cependant, comme les autres études qui ont prétendu confirmer, l'étude de Napier et Guthrie ont également été l'objet de débats et de critiques au sein de la communauté scientifique. Donc il y a bien des scientifiques qui ont reproduit, mais la majorité des scientifiques, ou du moins celles qui, de nos jours, fait partie de ce qu'on appelle le consensus scientifique, a décidé que ces idées-là n'étaient pas forcément pertinentes à accepter. Et là, c'est pareil. Si aujourd'hui, vous posez la question à ChatGPT, est-ce que Robert Napier et William Guthrie ont publié un article en 1997 dans le journal Monthly Notice of the Royal Astronomical Society? On vous dira non. Robert Napier et William n'ont pas publié d'article en 1997, donc il y a un mois, ils avaient publié un article. Aujourd'hui, ils n'ont plus publié d'article parce que ça a été effacé d'Internet. Par contre, si vous posez la question différemment, est-ce que Robert Napier et William ont prétendu avoir répliqué les résultats de William Tift concernant les vitesses quantifiées des galaxies? J'ai repris en quelque sorte les propos de ChatGPT. Et là, il me répond oui. Donc il me répond oui, mais par contre, il me donne. Ça a été, parce que heureusement, ça a été publié dans une autre revue. Donc tout n'a pas encore été effacé d'Internet, mais peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, si vous posez la question à ChatGPT, si ça se trouve, ça aura été également supprimé de cette publication. Donc on ne le verra peut-être plus. Donc il faut savoir que beaucoup de choses sont supprimées d'Internet pour des raisons qui restent floues. Alors est-ce qu'on peut dire que le décalage vers le rouge est une preuve factuelle? Je parle de preuve factuelle, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un fait? Alors moi je dirais non, car d'autres explications pourraient potentiellement expliquer le décalage vers le rouge. Aujourd'hui, les scientifiques préfèrent dire que ce décalage vers le rouge démontre une expansion de l'univers, mais tant qu'on n'aura pas démontré que William Tift a tort ou que Alton Harp a tort, eh bien, il y aura toujours un doute, donc on ne peut pas parler de preuve factuelle. On peut juste dire que le consensus scientifique préfère l'idée que l'expansion, que l'univers est en expansion, que ce décalage vers le rouge signifie que l'univers est en expansion. Ensuite, on va passer au troisième argument qui est donné concernant l'expansion de l'univers, qu'on appelle la loi de Hubble. Donc là aussi, c'est intéressant de voir l'ancienne version de ChatGPT et la nouvelle, car c'est assez bluffant, on va dire. Donc il y a un mois, sur l'ancienne version, j'ai posé la question à ChatGPT, la loi de Hubble découle de la découverte du décalage vers le rouge. N'est-ce pas une preuve circulaire? A-t-on le droit de dire qu'une hypothèse ou une observation est une preuve de son existence? Donc comprenez bien, Hubble, en 1929, a vu le décalage vers le rouge. Ce décalage vers le rouge a été interprété comme étant l'expansion de l'univers. Maintenant, on nous dit que la loi de Hubble est la preuve qu'il y a expansion de l'univers. Or, une hypothèse ne peut pas être une preuve. Quand on dit que une hypothèse est une preuve, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Et ChatGPT, il y a un mois, il m'a répondu: votre point est très pertinent. La loi de Hubble a en effet été établie à partir des observations du décalage vers le rouge, et cela peut sembler circulaire à première vue. Il est important de comprendre que dans la méthode scientifique, les choses peuvent être un peu plus nuancées en termes de ce qui constitue une preuve et comment les théories et l'observation s'entrelacent. Donc là, vous voyez, il ne nie pas que ça peut être considéré comme un raisonnement circulaire. Dans le cas de la loi de Hubble, les observations du décalage vers le rouge ont été la première preuve de l'expansion de l'univers. Donc voyez, ça c'est ce que disait ChatGPT il y a un mois. Dans le cas de la loi de Hubble, les observations du décalage vers le rouge ont été la première preuve de l'expansion
de l'univers. Cela a conduit à la formulation de la loi de Hubble, qui est une généralisation basée sur ces observations. D'accord? Maintenant, posons la même question à ChatGPT aujourd'hui. Aujourd'hui, je répète, 16 juin 2024. La loi de Hubble découle de la découverte du décalage vers le rouge. N'est-ce pas une preuve circulaire? La loi de Hubble est effectivement intimement liée à la découverte du décalage vers le rouge, mais elle ne constitue pas une preuve circulaire en soi. Voici pourquoi. Observation empirique du décalage vers le rouge. L'observation initiale du décalage vers le rouge a été faite indépendamment de toute hypothèse sur l'expansion de l'univers. Donc je vous remontre ce que me disait ChatGPT il y a un mois. Les observations du décalage vers le rouge ont été la première preuve de l'expansion de l'univers. Que vous dit ChatGPT aujourd'hui? L'observation initiale du décalage vers le rouge a été faite indépendamment de toute hypothèse sur l'expansion de l'univers. Pourquoi y a-t-il des changements, des réponses comme ça, qui ont été changées du tout au tout? Je ne saurais pas vous le dire. Tout simplement, j'avoue que quand j'ai fait cette vidéo, je ne l'ai pas fait il y a un mois parce que j'ai pas eu le temps. Puis aujourd'hui, je me suis dit, il faut quand même que je la fasse. Et je m'attendais à tout, sauf à avoir exactement les propos inverses que j'ai eus il y a un mois avec la même intelligence artificielle. C'est quelque chose, j'ai encore du mal à y croire. Pourtant, je le fais à l'instant. Donc, la loi de Hubble. Alors je dis, est-ce que c'est vraiment une preuve factuelle? Ben non. Même si ChatGPT aujourd'hui me dit que c'est pas un raisonnement circulaire, il y a un mois il me disait le contraire. Et même s'il me dit que le fait que le décalage vers le rouge n'est pas associé à l'expansion de l'univers, bah, c'est faux parce que enfin, n'importe qui vous dira aujourd'hui que c'est Edwin Hubble a observé ce décalage vers le rouge et donc c'est en observant ce décalage vers le rouge qu'on a dit qu'il y avait expansion de l'univers. Donc il y a forcément un raisonnement circulaire, même si, ou alors il va falloir qu'on me l'explique un peu plus précisément pour me convaincre. Alors passons au quatrième point. Distribution uniforme du fond diffus cosmologique. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1950, Georges Gamow propose une solution à l'énigme de l'abondance relative des éléments, hydrogène, hélium. Il en déduit que l'univers baigne dans une lumière fossile appelée fond de rayonnement cosmologique. Donc en gros, les scientifiques se sont rendus compte que dans l'univers, il y avait beaucoup d'hydrogène, 75%, beaucoup d'hélium, et puis ils se sont demandé pourquoi, et Georges Gamow a émis l'hypothèse que c'est à cause du fait qu'il y a ce qu'il a appelé un fond de rayonnement cosmologique. En 1965, deux astronomes, Arno Alan Pianzias et Robert Woodrow Wilson, découvrent un fond de rayonnement remplissant l'univers correspondant à celui prédit par Georges Gamow. Donc en fait, l'idée, là, à ce niveau-là, en 1950, Georges Gamow avait juste émis une idée qui avait un fond de rayonnement cosmologique. Et 15 ans plus tard, deux astronomes ont réussi à visualiser justement que cette idée était correcte. Alors vous allez me dire, mais quel rapport il y a entre ce fond de rayonnement cosmologique et l'expansion de l'univers? J'ai exactement la même question que vous, c'est pour ça que je l'ai posé il y a un mois à ChatGPT. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui sa réponse, mais je suppose que ça doit être plus ou moins la même. Pourquoi cela est-il une preuve de l'expansion de l'univers? Il m'a dit bien, que la théorie du Big Bang prédit l'existence d'un rayonnement résiduel. Bon, c'est ce que je vous ai dit, oui, en 1950, c'était prédit. Et que cette uniformité est difficile à expliquer sans l'hypothèse d'une expansion de l'univers. Donc voilà les arguments donnés par ChatGPT. Donc si cette uniformité est difficile à expliquer sans l'hypothèse d'une expansion de l'univers, je m'attendrais à ce que ceux qui ont découvert cette uniformité, pour eux c'est une évidence que leur découverte signifie qu'il y a expansion de l'univers. Parce que apparemment, d'après ce qu'on nous dit,
Cette uniformité est difficile à expliquer sans l'hypothèse d'une expansion de l'univers. Donc, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'en a pensé ceux qui ont découvert justement ce fond de rayonnement cosmologique. Donc Robert Boudreau, qui est l'un des deux découvreurs, nous dit: Arnaud et moi, donc Arnaud qui est l'autre découvreur, étions très heureux d'avoir une réponse de quelque nature que ce soit à notre problème. Toute explication raisonnable nous aurait satisfait. Nous nous étions habitués à l'idée d'une cosmologie à l'état stationnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour lui, à l'idée que l'univers n'était pas en expansion, était statique, stationnaire, ben c'était quelque chose qui ne le choquait pas. Philosophiquement, j'aimais la cosmologie à l'état stationnaire. Aussi ai-je pensé que nous devions rapporter notre résultat comme une simple mesure. Au moins la mesure pourrait rester vraie après que la cosmologie derrière s'avérerait fausse. Donc vous voyez, on vous dit que cette uniformité est difficile à expliquer sans l'hypothèse d'une expansion de l'univers. Mais le découvreur lui-même vous dit que pour lui, qu'il ait fait cette observation et que l'univers continue à être considéré comme statique, il ne voit pas le problème. Donc en quoi est-ce difficile à expliquer sans l'hypothèse d'une expansion de l'univers? Alors là, ChatGPT nous dit oui, cette déclaration montre que Wilson était initialement ouvert à différentes interprétations et qu'il n'avait pas de certitude absolue quant à l'interprétation cosmologique de leur découverte. Il indiquait également qu'il avait une préférence pour la cosmologie à l'état stationnaire, une théorie qui suppose que l'univers n'a pas d'origine unique mais est en constante expansion, sans changement dans le temps. Cependant, après avoir reçu des explications et des analyses supplémentaires, il a finalement accepté l'idée que leur découverte du fond diffus cosmologique était en effet une preuve de l'expansion de l'univers, selon le modèle du Big Bang. Donc ça veut dire qu'il a fallu convaincre les découvreurs que leur découverte avait cette explication. Donc est-ce que c'est une preuve factuelle? Moi je pense que s'il faut convaincre les découvreurs que ce qu'on a découvert signifie une certaine chose, c'est que c'est pas quelque chose de forcément inné. Si, à la base, en ayant fait cette observation, eh bien, c'était évident que cela démontre l'expansion de l'univers, ben oui, ça pourrait être considéré comme une preuve factuelle. Mais là, il a fallu les convaincre d'accepter cette idée. Et donc, c'est pour ça que je ne considère pas que c'est quelque chose qu'on peut dire être une preuve factuelle. Parlons maintenant de la dernier point qui avait été relevé comme preuve concernant l'expansion de l'univers, qui concerne ce qu'on appelle l'observation de supernovas. Alors, tout à l'heure, on l'a vu, en 1998, il y a eu découverte de l'énergie noire par Paul Sermuter, Brian P. Schmidt et Adam G. Rice. Et en 2011, ils ont eu le prix Nobel pour cette découverte qui a été considérée, qui a permis de dire que non seulement l'univers était en expansion, mais qu'il était en plus en expansion accélérée. Et donc, comme on l'a vu au début, c'est comme ça que la constante cosmologique a été rajoutée avec une autre valeur dans les équations d'Einstein pour décrire un univers en expansion accélérée. Alors là aussi, est-ce que la découverte de l'énergie noire par Paul Sermuter est vraiment une preuve factuelle qu'il y a vraiment expansion accélérée de l'univers? Bien, on va écouter les propos du découvreur lui-même, parce que je pense que interroger les découvreurs eux-mêmes, savoir leur opinion sur ce qu'ils ont découvert, c'est peut-être plus important que de savoir ce que d'autres interprètent, comment les autres interprètent leurs opinions, leurs découvertes. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne pense pas qu'aucun des théoriciens ne dirait qu'il existe une réponse certaine à la question de la nature de l'énergie noire. On est juste en train d'étendre ce spectre d'explications possibles. Ce pourrait être une constante cosmologique. Donc là, dans ce cas-là, c'est ce qui a été choisi par le consensus scientifique. C'est pour ça qu'ils ont remis la constante cosmologique dans les équations d'Einstein pour décrire l'expansion accélérée de l'univers. Mais Saul Permuter nous dit, ce pourrait être un champ scalaire.
comme ceux dont l'existence a été supposée dans les premiers instants de l'univers observable, en particulier dans le cadre de l'inflation. On pourrait aussi devoir considérer des modifications de la théorie de la relativité générale. Une des possibilités les plus exotiques serait que l'énergie noire soit une manifestation de l'existence de dimensions spatiales supplémentaires. Donc vous voyez que le fait d'avoir choisi de rajouter la constante cosmologique, c'est une des explications possibles de ce qu'a découvert Sol Perlmutter. C'est tout simplement juste que le consensus scientifique a choisi que ça voulait dire que l'univers était en expansion accélérée. Mais si c'est une des autres explications possibles, ça n'impliquera plus forcément que l'univers est en expansion accélérée. Donc tout ça pour dire que l'observation des supernovas n'est pas non plus une preuve factuelle, parce que l'auteur lui-même de cette découverte nous dit qu'il pourrait y avoir d'autres explications possibles à sa découverte. Tout simplement l'idée de l'expansion, et c'est l'idée la plus acceptée de nos jours par le consensus qu'on appelle le consensus scientifique. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'univers est en expansion? Est-ce que nous avons des preuves factuelles? Vous avez mon exposé dans cette vidéo. J'ai essayé de vous donner justement le plus de faits possible, le plus de compréhension. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'univers est en expansion parce qu'il y a un consensus scientifique, une majorité de scientifiques qui pensent que l'univers est en expansion. Mais par contre, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de factuel. Ce n'est pas quelque chose dont on est certain, car il peut y avoir d'autres explications possibles. Merci de votre attention.